l'apport du robot en chirurgie bariatrique. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous posez encore sur le robot et d'être clair, j'espère, sur les explications. Donc l'apport du robot, ça a grandi en chirurgie digestive. Ça a commencé à faire ses épreuves il y a des années avec la chirurgie urologique et la chirurgie gynécologique. Et ça commence à devenir très importante l'utilisation du robot en chirurgie digestive et donc en chirurgie bariatrique. Les robots que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le premier robot qui a été sur le marché. C'est celui pour lequel tous les autres sont concurrents. Aujourd'hui, on a environ entre 30 et 50 types différents de robots chirurgicaux qui commencent à s'introduire dans les marchés. Celui-là, c'est le premier. C'est celui qu'on a en 3 exemplaires à la Pitié. Donc, c'est le robot Da Vinci Intuitive qui a, donc vous voyez sur la gauche, composé par un chariot où il y a un écran. C'est un écran 2D où le reste de la salle peut regarder l'intervention en 2 dimensions avec l'insufflation de gaz. Parce que, je vous rappelle, c'est de la chirurgie célioscopique qui est assistée par le robot. Donc, on a tous les outils pour faire de la chirurgie célioscopique. Le robot proprement dit, qui est ce chariot au milieu où il y a 4 bras. Ces 4 bras qui permettent de se brancher au trocar où on introduit les pinces pour faire de la chirurgie célioscopique et qui permettent d'accéder à tous les cadrans de la paroi abdominale. Et ensuite, on est riche à la Pitié-Salpêtrière, donc on a 2 consoles, mais ça suffit normalement une console pour un chirurgien. À côté, on peut avoir un chirurgien qui est en formation, que ce soit un interne, un chef de clinique ou alors un chirurgien qui vient de l'extérieur et qui se forme à la chirurgie bariatrique. Donc, on a la possibilité aussi de guider un opérateur qui guide un autre opérateur sur le robot à côté ou alors de faire de la simulation. Je vais vous expliquer dans quelle manière. Dans cette console-là, on s'amuse parce que là, c'est la réalité virtuelle. On est en 3D. On a une image qui a grandi de 10 fois et donc on regarde dedans et on est comme si on avait la tête à l'intérieur de la cavité abdominale. On peut contrôler par, donc ici il y a des doigtiers, on est assis, il y a des doigtiers où on met nos doigts pour manipuler les pinces qui sont dans à côté et puis on a 7 pédales. Donc c'est comme un peu un orgue de l'église, il faut contrôler tout ça, la vue, les mains et puis les pédales. Donc, quels sont les principes? On a une vision en 3D, donc qui a grandi, réalité virtuelle. On a une ergonomie qui est améliorée parce que le chirurgien, il est assis. Donc, c'est pas forcément que pour le confort du chirurgien. Un chirurgien qui est assis, c'est un chirurgien moins fatigué, plus concentré, donc potentiellement qui est plus attentif au geste qu'il est en train d'effectuer, surtout si le geste est long et parfois on est plusieurs heures d'intervention. Donc, le fait d'être assis et de bien voir et d'avoir une vision très, très précise, et ça améliore aussi la précision chirurgicale et donc ça devrait aussi diminuer les éventuelles complications péropératoires. Donc, dans la salle, vous voyez ici, il y a les patients avec le robot. Il y a des écrans un peu partout, mais ils sont tous des écrans en 2D. Et puis, il y a un 3D, les chirurgiens à la console, qui est pas loin du patient, mais qui est quand même détaché de la table d'opération, qui n'est pas un stérile. Donc, il peut aussi se gratter le bout du nez, ce qui est notre... Chaque fois qu'on met des gants, on a envie de se gratter le bout du nez. Alors là, on peut le faire. Et puis, à la fin, on a des instruments. Et pour moi, c'est la partie plus importante du robot. On a des instruments qui sont articulés en 3 dimensions sur la pointe de l'instrument. Donc, à différence de la chirurgie célioscopique, où les instruments en général sont articulés en 2 dimensions, avant, arrière, à droite, à gauche, le fait de les articuler en 3 dimensions, ça permet de ne pas forcer sur la paroi du patient pour pouvoir effectuer des gestes qui sont loin par rapport à l'introduction de la pince. Et donc, en fait, surtout pour les patients super obèses, ça permet de ne pas forcer sur une paroi qui est très épaisse. Donc, c'est un confort pour les chirurgiens et pour les patients. Alors, quelle indication pour le robot? Les indications de l'HAS, on n'y revient pas. C'est surtout la sleeve et le bypass, parce que l'anneau, il est quasiment plus effectué et la diversion bilioppancréatique est très rare. Nous avons effectué aussi dans les services d'autres interventions dans les cadres de protocoles de recherche. Donc je ne vais pas revenir sur les techniques opératoires en particulier. La chirurgie robotique, donc je répète, c'est de la chirurgie célioscopique. Le robot, c'est une assistance.
Ce qu'on a en plus, on a les mêmes types d'installations. Le patient, il est installé comme en chirurgie cœlioscopique, les bras écartés, les jambes écartées. On a des trocars qui sont tous sur la même ligne. On met également des trocars, les mêmes trocars de la chirurgie cœlioscopique. On branche les bras robotiques sur les trocars pour que le robot puisse se transmettre à la console pour qu'on puisse opérer à côté. Donc, c'est de l'assistance robotique qui permet d'avoir la même gestualité qu'on a en chirurgie ouverte. Parce qu'avec nos mains, à la console, on a les mêmes gestes qu'on a en chirurgie laparotomique. Donc, quand on ouvre le patient avec une grande incision et on opère avec nos mains dedans. Donc, une petite vidéo aussi pour... j'ai vu que ça vous amusait, donc je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc là, on commence par les bas, c'est un bypass. On commence par les bas avec ces pinces-là. On compte l'anse biliaire, donc j'ai compté 70 cm et j'ai coupé l'anse biliaire. Là, je suis en train de compter 1,5 mètre d'anse alimentaire. Et une fois qu'on a 1,5 mètres, on fait l'anastomose, ce qu'on appelle l'anastomose des pieds des lances, donc l'anastomose jéjuno-jéjunale. Et puis, on ferme cette brèche à la main. Vous voyez, ça permet, le robot, on peut bien sûr le faire en cœlioscopie aussi, mais ça permet d'avoir cette précision de geste au niveau de la suture et surtout une facilité d'apprentissage de la suture qui est beaucoup plus rapide par rapport à la chirurgie cœlioscopique. Donc ensuite, là, on est à l'estomac. Celui-là, il est l'estomac, le foie. Vous voyez ici les diaphragmes avec le cœur qui bat. On a fait la poche gastrique, on ouvre l'intestin qu'on a remonté à l'estomac, donc l'anse alimentaire, et ça, c'est l'anastomose entre la petite poche gastrique et l'anse alimentaire, donc l'anastomose gastro-jéjunale, également une anastomose qui se fait à la main, qui peut se faire bien sûr mécanique aussi au robot. Le robot, on peut tout à fait utiliser, ici vous avez la pince mécanique, ça c'est un peu tous les instruments qu'on utilise au robot. Et ici, il y a un écran où on peut nous-mêmes de la console guider toute la puissance de tous les instruments qu'on utilise. Alors, pourquoi les robots ? Qu'est-ce qui change déjà pour les patients ? Comme je vous disais, il y a moins de pression sur les trocars, des trocars sur la paroi abdominale, donc forcément, pour les patients super obèses, c'est une différence énorme parce qu'on a des parois qui sont très importantes, qui dépassent parfois les 10 cm d'épaisseur. Et c'est un vrai effort musculaire pour les chirurgiens et pour les patients tout le long de l'intervention. On peut se permettre d'avoir des basses pressions d'insufflation parce qu'on a moins de pression justement à effectuer sur la paroi. Elle est moins de pression d'insufflation au niveau de la cœlioscopie, donne moins de douleurs post-opératoires. Est-ce que les patients ont moins de douleurs ? Celui-là, ça a été dans certaines études évoqué, mais ça n'a pas encore été affirmé de façon certaine. Il y a plus de pression chirurgicale. On peut l'avoir avec la 3D en cœlioscopie, mais au robot, nous avons une image qui est encore plus agrandie, donc on a effectivement plus de précision. On arrive à voir des tout petits vaisseaux qu'on verrait très difficilement en cœlioscopie. Est-ce qu'il y a moins des complications, on verra avec les études. Est-ce qu'il y a une durée d'hospitalisation réduite ? Dans la plupart des études, oui. Donc, dans des grandes séries, selon un registre américain, ce qui ressort, c'est que la durée d'hospitalisation est similaire, que la morbidité globale est similaire. Nous avons une mortalité globale réduite à 90 jours après l'intervention et une durée opératoire qui est encore supérieure aux 30%, en sachant qu'il y a les temps d'installer le robot et les temps de désinstaller le robot qui sont en plus de la chirurgie cœlioscopique. Donc, en fonction des équipes, effectivement, plus on s'entraîne, plus ça va vite, comme dans tout, mais il y a ces deux temps qui sont quasiment incompressibles. Celui-là, c'est le registre national, donc le registre français. Qu'est-ce qui ressort ? L'impact du robot pour ce qui est la morbidité majeure, donc pour un score de Clavien d'Ando supérieur à 3, il n'a pas encore une différence flagrante. En revanche, il y a une durée d'hospitalisation qui est inférieure dans les groupes robotiques par rapport à la chirurgie cœlioscopique. Pour ce qui est de la chirurgie des révisions,
Évidemment, on peut se dire qu'on utilise les robots qu'est pour la chirurgie de révision parce que c'est un élément qui coûte cher et donc autant l'utiliser pour les chirurgies plus difficiles. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut l'utiliser parce qu'on fait un peu dans les services pour toutes les interventions parce que plus on est à l'aise sur l'utilisation du robot, plus on sera à l'aise pour l'utilisation du robot pour les cas complexes. Donc robot versus Célio pour la chirurgie de révision, le niveau de preuve est aujourd'hui insuffisant pour donner un avantage du robot. Il y a une morbidité globale qui est comparable, une durée d'hospitalisation, une durée opératoire qui ressortent comparables. Donc vraiment, il n'y a pas de différence, donc une non-infériorité du robot. Pour les patients à faible risque sur une cohorte de près de 9000 patients, les robots versus la chirurgie laparoscopique donnent moins de durée d'hospitalisation, une durée d'hospitalisation moindre, moins de saignements post-opératoires, d'ulcère marginal, avec une durée opératoire qui encore là est un peu supérieure. En général, on peut conclure que la chirurgie bariatrique robotique améliore la sécurité chirurgicale par rapport à la chirurgie bariatrique laparoscopique seule, donc non assistée par robot. Qu'est-ce qui change pour le chirurgien ? Le chirurgien, il a une autonomie opératoire totale. C'est un opérateur qui a 4 mains, donc c'est le rêve de tous les chirurgiens parce qu'on a une main gauche, on a 2 mains droites parce qu'on a 2 pinces qu'on peut alterner avec les pédales et puis on a une 4e main qui est la caméra. On peut nous-mêmes guider la caméra avec une pédale et donc nos mains deviennent la caméra si on appuie sur une pédale. Donc on peut vraiment tout gérer tout seul et la plupart des fois, moi une infirmière sur le champ opératoire et puis un aide opératoire à la console qui fait une partie des temps opératoires assistés par moi et ça permet vraiment d'opérer quasiment tout seul. L'articulation des instruments à 360 degrés donc donne les avantages de la chirurgie mini-invasive et de la chirurgie ouverte, les deux en même temps. Il n'y a pas de mouvement parasite, il n'y a pas de tremblement. L'interne est fatigué, et c'est pas grave, c'est pas l'interne qui tient la pince, parce que parfois ça tombe à un postprandial quand l'interne n'est pas forcément réveillé. Une précision chirurgicale, il y a moins de risques de lésions d'organes parce qu'on voit mieux, et une vision, comme je vous ai dit, qui est magnifiée. Donc, un confort et ergonomie ensuite pour les chirurgiens aussi, qui du coup a moins de pathologies qui ont été décrites dans la chirurgie laparoscopique, notamment des pathologies des membres supérieurs pour l'inconfort opératoire lié au fait qu'on tienne les pinces avec nos 2 mains et avec nos épaules qui sont tout le temps sous tension. En revanche, il y a une position plus statique du cou parce qu'on est tout le temps en train de regarder à l'intérieur du robot, donc il peut y avoir des rigidités du cou. C'est pour ça qu'il faut utiliser la console aussi pour s'étirer et donc pas hésiter à s'étirer dans les temps morts pour réduire la rigidité du cou. Pour ce qui est de la formation des internes, là aussi il y a des avantages parce qu'on a une learning curve qui est d'environ 14 à 30 patients versus 100 patients de la chirurgie laparoscopique. Donc les internes, ils sont contents, ils viennent, au bout de quelques patients, ils ont pris la main et ils peuvent être autonomes sur ces temps de l'intervention. Et un chirurgien qui se met à la chirurgie robotique, on peut dire qu'au bout de 30 à 50 patients, il est à l'aise pour pouvoir faire des interventions plus compliquées. Importance du simulateur là-dessus dans la formation. C'est pour ça, nous, on a la chance d'avoir 2 consoles qui nous permettent de faire de la simulation dans les temps où le bloc opératoire n'est pas utilisé pour avancer aussi dans la gestualité. Qu'est-ce qui change pour les infirmières ? Les infirmières sont tous ravis de venir au robot. Je ne sais pas s'il y a des iBods ici, je ne pense pas. Ils sont au centre de la procédure, ils sont un vrai aide opératoire. Ils font vraiment des gestes d'aide opératoire qui ne font pas forcément en chirurgie cœlioscopique où c'est les chirurgiens qui sont sur les patients et donc il n'y a pas d'espace physique pour être sur l'intervention. Ils ont une formation spécifique, bien sûr, donc c'est un vrai challenge professionnel. Tous nos iBods quasiment sont passés par cette formation. Ils sont très contents d'y avancer. Alors ça, je vais en arrière. Qu'est-ce qui change pour la structure ? Le robot, c'est une excellence thérapeutique. De plus en plus de patients viennent parce qu'ils veulent être opérés au laser. On leur explique ce que c'est un robot. Et on leur explique bien, effectivement, que c'est bien nous qui opérons. Ça, c'est une question qui revient souvent. Mais est-ce que c'est bien vous et ce n'est pas un robot qui m'opère ? Ça peut être étendu à d'autres pathologies. Et puis, les coûts. Est-ce que les coûts sont réduits par la réduction de la durée d'hospitalisation ? Ça aussi, c'est à démontrer. Il y a
n'y a pas beaucoup d'études là-dessus sur la chirurgie bariatrique. Une étude de coût économique donc, qui démontre que finalement, il n'y a pas de surcoût global. Il est plutôt fléché sur le surcoût global. Et donc, il voit plutôt le fait, la diminution de la durée d'hospitalisation, donc la diminution de coût global sur la diminution de la durée d'hospitalisation, qui est probablement liée à une diminution de complications post-opératoires ou une diminution de la douleur. Les patients ont moins mal, ils sortent plus vite. On verra tout à l'heure avec l'ambulatoire. Ça, c'est les urologues qui avaient fait avant nous en France près de 19 000 patients, plus que 19 000 patients. Ils avaient comparé la chirurgie laparoscopique, laparotomique et le robot pour la prostatectomie, et ils avaient une amélioration du robot en tout pour le taux de complications, pour la durée d'hospitalisation, pour les rémissions et pour le coût. Donc pour la première fois, ils avaient démontré en France une réduction de coûts sur le robot. Parce que la question principale, c'est oui, ok, les robots, c'est marrant, etc. Mais est-ce que ça coûte pas énormément? Ça coûte cher, mais il y a moyen de réduire le coût avec le robot. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? La chirurgie bariatrique robotique a une morbidité et une mortalité qui sont moindres ou comparables à la chirurgie laparoscopique. La durée d'hospitalisation aujourd'hui semble être inférieure. On peut faire de l'ARAC chez tous les patients et on peut aussi faire de l'ambulatoire. On en faisait déjà aussi en chirurgie cœlioscopique. Les temps opératoires restent plus élevés en chirurgie robotique aujourd'hui. Tout le monde est un peu sur la courbe d'apprentissage, mais ça va se réduire aussi dans le temps. Et il y a probablement pas de surcoût global. J'ai mis un point d'interrogation parce que ça, c'est encore à voir dans les études qui vont venir. Je vous remercie pour la première présentation. Donc, chirurgie bariatrique ambulatoire, donc on faisait bien avant la chirurgie robotique, qu'on a un peu continué avec la chirurgie robotique, mais qui était tout à fait possible au-delà de la chirurgie robotique. Donc, c'est un peu l'évolution naturelle de l'ARAC. L'ARAC, c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie, donc qui était un peu une exigence en France il y a quelques années, de réduire le temps d'hospitalisation, de réduire le temps opératoire. Alors, pas les temps opératoires, mais réduire les temps d'hospitalisation. Comment on les réduit? En créant tout un système, en organisant les moyens, en motivant les équipes pour que l'hospitalisation soit moins longue. Donc, toute une série de dispositifs qui ont été un peu éliminés, on verra lesquels. Et puis, en informant, en faisant des audits, etc. Surtout en écrivant des protocoles. Les objectifs de la chirurgie ambulatoire, donc c'est l'ensemble des mesures qui permettent aux patients, en gros, de se remettre plus vite. Donc, ce n'est pas pour le jeter dehors le jour de l'intervention, mais pour que son avantage soit retrouver son autonomie plus rapidement, retrouver ses activités quotidiennes, professionnelles, familiales, plus rapidement, parce que les jours même, il rentre à la maison. Les critères d'éligibilité sont les mêmes de la chirurgie bariatrique, donc les critères de l'HAS dont Judith nous a parlé. Les ASA, donc les critères d'anesthésie, les scores d'anesthésie entre 1 et 3. Les patients bien informés sur les principes de la chirurgie ambulatoire, qui n'habitent pas seuls. Alors ça, c'était les principes à l'origine. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que ça suffit que les patients aient quelqu'un qui dort chez lui le jour de l'intervention, pas forcément qu'il n'habite pas seul, qu'il ne soit pas trop loin de l'hôpital. Alors, 1 heure, normalement, c'est le maximum qui est envisagé. Moi, je suis plus prudente que ça pour certaines interventions. Et surtout, j'ai mis entre parenthèses, parce que ça, c'est mes paramètres à moi, des patients qui soient motivés, des patients qui soient, l'idéal, demandeurs eux-mêmes de la chirurgie ambulatoire, parce que ça, c'est ceux qui ne vont pas avoir de problème, et qui soient bien entourés. Tout l'entourage est d'accord qu'on fasse de la chirurgie ambulatoire chez cette personne, et donc il va les soutenir, l'aider, être là. Quels sont les critères de non-éligibilité? Les mêmes de la chirurgie, les contre-indications de la chirurgie bariatrique, et notamment un ASA qui est supérieur à 3, des affections sévères qui ne sont pas équilibrées, alors pas forcément, ça on opère encore des patients comme ça en chirurgie conventionnelle, mais pour la chirurgie ambulatoire, on évite les patients qui sont diabétiques, insulinodépendants, les cardiopathes, des immunosuppressions, et les patients avec un IMC, alors c'était supérieur à 50 au début, maintenant on est supérieur à 60, parce qu'on élargit un petit peu nos indications. Les tabliers, ce n'est pas forcément une contre-indication, mais les gros tabliers, on évite de le faire en ambulatoire, parce que c'est des patients qui en général sont plus douloureux en post-opératoire. Les antécédents chirurgicaux abdominaux lourds, plusieurs interventions, parce qu'on sait que l'intervention va être plus longue, donc la surveillance trop longue pour pouvoir faire de l'ambulatoire.
les critères psychosociaux, les patients qui sont un peu isolés ou qui ne sont pas forcément totalement tranquilles et sereins dans leur tête pour faire l'ambulatoire, et les tabacs. Parce que les tabacs, ça augmente les fistules. Il y a une différence significative dans les groupes qui ne fument pas ou qui réduit la consommation des cigarettes par rapport aux patients qui fument, que ce soit des fumeurs récents ou des fumeurs plus anciens. Donc, dans cette étude sur 50 000 patients, sur 39 hôpitaux, l'arrêt des tabacs de 30 jours avait donné des effets bénéfiques, en sachant que la durée d'arrêt des tabacs n'est pas forcément aujourd'hui définie de façon très claire dans toutes les études. Donc, on peut faire de la chirurgie bariatrique en ambulatoire, on peut faire les sleeves, on peut faire les bypass. Les études ont démontré que les interventions de chirurgie bariatrique en ambulatoire sont sûres pour des patients sélectionnés et que les patients sont satisfaits. Ça, c'est une équipe française d'Amiens qui avait fait des scores de satisfaction sur les patients. Nos patients aussi sont également très satisfaits sur nos formulaires de satisfaction de tous les protocoles dont je vais vous parler. Avant de commencer la chirurgie ambulatoire dans les services, nous avons commencé à faire de l'ambulike. C'est un terme que nous avons inventé, qui n'existe pas. On a informé les patients, on leur a dit, on va essayer de faire, on va simuler l'ambulatoire chez vous, c'est-à-dire qu'on va vous garder hospitalisé une nuit, on va vous mettre les comprimés sur la tablette des nuits comme si vous étiez chez vous, on va vous faire entrer dans la chambre avec un cathlon, on va vous réalimenter les jours même comme si vous étiez chez vous et vous allez appeler l'infirmière qui est dans les services, vraiment si strictement nécessaire, en simulant l'appel que vous feriez probablement si vous étiez à la maison au chirurgien. Et en fait, à J0, il ne se passait rien. Les patients, ils allaient tous bien, ils prenaient leurs comprimés tranquillement, ils n'appelaient pas l'infirmière, et le lendemain matin, ils étaient tranquilles. Probablement sereins d'avoir dormi à l'hôpital, mais ça a permis de rendre sereins surtout les chirurgiens et toute l'équipe qui, du coup, a démarré la chirurgie ambulatoire avec un peu plus de tranquillité, parce que tout le monde s'est rendu compte qu'à J0, il ne se passait rien de particulier. Donc, entre faire sortir un patient à J1 et le faire sortir à J0, c'était la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait en préopératoire de différent quand un patient est après programmé en ambulatoire? On fait une consultation chirurgicale et d'anesthésie qui sont adaptées. Donc, on explique bien l'ambulatoire. On explique surtout tous les signes et symptômes d'alerte, donc qui doivent les alerter en nous appelant. On fait toutes les prescriptions anticipées pour que le patient puisse avoir tout chez lui au moment où on rentre chez lui. On cherche l'adhésion, bien sûr, du patient. On fait une autre consultation avec l'infirmière de coordination et une en plus que je n'ai pas marqué avec l'infirmière d'ambulatoire. Donc, on a une infirmière de coordination de chirurgie bariatrique qui explique tout au patient et l'infirmière de coordination de chirurgie ambulatoire qui explique tous les parcours ambulatoires. Les bilans préparatoires, ça se fait en ville et puis les patients ont un passeport qui le guide tout le long du parcours. Le jour où il arrive pour l'intervention, et donc il est programmé en général en début de semaine pour qu'on puisse avoir un recul en fin de semaine et revoir les patients rapidement. Et il peut prendre des boissons sucrées les jours de l'intervention. Il y a des études qui ont démontré qu'au contraire, le fait de prendre une boisson sucrée avant l'intervention diminue le stress préopératoire. Il a une boîte de gomme à mâcher avec lui, on vous expliquera pourquoi. Il prend une douche antiseptique la veille et le matin de l'intervention. Et puis, bien sûr, le service doit avoir un accueil qui est adapté à l'obésité. Donc, nous avons des lits pour les patients en situation d'obésité dans les services de chirurgie ambulatoire. Nous avons des fauteuils et puis des chambres qui sont fermées pour les patients pour le retour dans la chambre. En préopératoire, les interventions sont standards. Il y a une analgésie multimodale, les interventions par célioscopie plus ou moins du robot. Il y a une compression intermittente pour la prévention de la thrombose veineuse profonde. Il y a des matériels parfois spécifiques, une insufflation moindre et peut-être de renforcement de la ligne d'agrafe pour réduire les saignements. Mais maintenant, ça c'est des dispositifs qu'on utilise chez tous les patients, que ce soit en chirurgie ambulatoire ou conventionnelle. Il n'y a pas de sonde nasogastrique, il n'y a pas de sonde urinaire, il n'y a pas de drainage. Le drainage n'est pas essentiel en chirurgie bariatrique. On a largement démontré que ce n'est pas le drainage qui réduit les complications ou les saignements. La sonde nasogastrique ne prévient pas l'iléus post-opératoire. Au contraire, dans plusieurs études, peut l'augmenter. Et la réalimentation, ce n'est pas vrai qu'elle ne peut débuter qu'après les transits intestinaux parce que nous voyons souvent
en cœlioscopie que les patients ont un péristaltisme intestinal, donc l'intestin qui bouge pendant l'intervention. Donc ça ne sert à rien de l'attendre après, c'est déjà présent le long de l'intervention. Donc ensuite, en salle de réveil, le patient peut avoir des lots de confort. Il y a sa gomme à mâcher qui augmente le péristaltisme intestinal, justement, donc qui réduit aussi le risque de nausées et vomissements. Il est assis, il a ses lunettes, éventuellement ses orthèses, et puis il retourne dans la chambre. Il peut retourner debout, il peut retourner assis ou couché en fonction de son état. Un post-opératoire, il a une analgésie qui est multimodale. On prévient l'ileus. On fait un hémocu donc pour voir éventuellement les saignements précoces en salle de réveil. Le patient est mobilisé précocement et selon son état psychologique, après il sort. S'il a un score de la douleur qui est inférieur à 3, il a mangé un petit yaourt avant de partir. Il s'est mobilisé de façon indépendante. Il n'a pas de tachycardie. Alors ça, on sait que c'est très important en chirurgie bariatrique. Et surtout, on a la possibilité de le hospitalisé de façon préférentielle. Donc, il a un lit dans les services ou au moins dans l'hôpital, défaut de l'avoir dans les services si besoin, et les patients acceptent la sortie. Ça peut arriver qu'au moment de la sortie, les patients, ils paniquent, ils ne veulent plus rentrer chez lui. Et ça, c'est une raison pour ne pas les faire sortir. On ne va pas les mettre à la porte. Donc, l'hypersécurisation du circuit patient, c'est un peu ce qui est marqué là. Donc, les critères d'alerte qui ont été bien expliqués aux patients avant l'intervention, et surtout s'assurer que les patients ont tout bien compris, parce que d'expliquer, parfois, ça ne suffit pas. J'ai mis un gris, l'appel du chirurgien le soir, je le faisais au début, j'avais mis que mon portable parce que ça me rassurait. Et puis quand je commençais à avoir des appels pour savoir de quel côté on coupait l'ampoule, j'ai arrêté de mettre, à 1h du matin, j'ai arrêté de mettre mon portable. Donc maintenant, c'est les 2 CT de l'interne qui est coaché et formé à ce que sont les alertes et qui nous appellent de toute façon pour tout. Et donc voilà. Et puis les passages de l'infirmière à domicile à partir de J1 pour l'injection de l'HBPM qui prend les constantes tous les jours et à partir donc du lendemain. Tout ça, c'est prévu en consultation préopératoire. Les patients, il a déjà prévu un infirmier pour les J1 post-opératoire. Un bilan biologique le 2e jour de l'intervention et une consultation le 3e jour, d'où l'intérêt d'opérer les patients en début de semaine pour pouvoir les voir les jeudis ou les vendredis avant les week-ends. Et ensuite, il est revu en consultation normale 3 semaines, 4 semaines après l'intervention. Nous, on a un taux qui est assez faible d'ambulatoire. Pourquoi ? Parce qu'on fait une sélection médicale et psychologique et il y a aussi le refus du patient. Mais on sélectionne beaucoup les patients pour avoir pas de réadmission. Il y a des équipes qui ont 50% de taux d'ambulatoire et 50% de réadmission. Nous avons 10 à 15% d'ambulatoire et on est près du 0% de réadmission. Donc, ça nous va très bien. Donc, la chirurgie bariatrique ambulatoire, quelle est la recette pour la bonne réussite ? Et je conclue là-dessus. L'idéal, c'est que ce soit les patients à le demander. Donc, on fait de la publicité là-dessus. Les patients, ils viennent nous voir en disant directement « Est-ce que je peux être opéré en ambulatoire ?» Ça, c'est les patients idéaux qui tout ira bien. Une bonne sélection psychosociale, l'entourage, important de savoir qui est autour du patient. On exclut évidemment toutes les comorbidités qui peuvent amener les patients à être réadmis. La réhospitalisation prioritaire qui a bouclé avant de programmer l'intervention et puis l'hypersécurisation du circuit patient par un protocole. Donc, en conclusion, est-ce qu'on peut refaire les dogmates pour la chirurgie bariatrique ? Lorsque c'est possible, la chirurgie ambulatoire doit être la norme. Et si ce n'est pas possible, au moins l'ARAC, donc une récupération rapide, donc une sortie à J1, doit être la norme, bien sûr, avec un protocole qui est standardisé. Et je vous remercie de votre attention.